le recours collectif contre le hockey junior majeur au Canada. Bienvenue à Focus. Mon nom est Ray Lalonde et voici mon podcast Focus, qui aborde les sujets et les enjeux dans la business du sport avec un contexte et une perspective analytique. Et c'est parti. Je veux vous parler du dossier légal qui oppose actuellement un groupe d'anciens joueurs de hockey junior majeur au Canada et les trois ligues respectives de la CHL, Canadian Hockey League, soit la Western Hockey League, la OHL et la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Ce recours collectif a commencé par une poursuite en octobre 2014. Sam Berg, son père c'est Bill Berg qui a déjà joué pour les Maple Leafs. Sam Berg avait été un ancien joueur des Ice Dogs de Niagara dans la OHL en 2013. Puis il avait commencé sa saison, puis il avait joué 8 matchs, puis les Ice Dogs ont retranché, puis il s'est retrouvé dans le Junior B. Puis là, il a subi une blessure, puis ça a mis fin à sa carrière. Puis là, ensuite, il a dû débattre avec la OHL et les Ice Dogs pour obtenir le paiement de son aide financière qui avait été promis pour poursuivre ses études universitaires. Daniel Pachis, un ancien joueur des Generals d'Oshawa, a vécu une situation similaire, s'est joint à lui peu de temps après, puis c'est là qu'a débuté le recours collectif. Le recours prétend que les joueurs juniors au Canada sont des employés d'entreprise à but lucratif, puis qui devraient au minimum gagner un salaire de base, salaire minimum, comme employés pour ces clubs-là. Tandis que les trois ligues, les équipes, puis la CHL au complet, eux prétendent qu'ils sont des équipes de sport amateurs, que les athlètes sont des athlètes amateurs, puis que de toute façon, les joueurs sont logés, nourris, on paie leur équipement, ils n'ont pas besoin de payer pour jouer au hockey, ils voyagent gratuitement, puis qu'il y a des frais associés à tout ça, puis que c'est l'équipe qui assume tout. Et les joueurs prétendent, eux autres, qui travaillent entre 45 et 65 heures, quand tu cumules l'ensemble de tout ça, l'entraînement, dans le gym, les voyages en autobus, les pratiques évidemment et les matchs, ouais, c'est probablement proche de une soixantaine d'heures par semaine. Puis qu'ils ne sont pas payés. Puis en somme, ils sont payés. Ils sont payés entre 50 et 100 piastres à peu près, grosso modo par semaine. Ça dépend si c'est un joueur de première année ou un joueur de 20 ans. C'est dans ce range-là. Alors, le dossier a fait son chemin depuis 2014. Puis il y a plusieurs anciens joueurs qui ont rejoint les rangs du recours collectif. Puis la somme estimée aujourd'hui pour l'ensemble de la poursuite contre la CHL, c'est 180 millions de dollars. Il y a 1300 joueurs de hockey junior majeur au Canada étalés dans 60 équipes qui partent de Halifax jusqu'à Victoria. Puis comme j'ai dit, les joueurs en ont des bénéfices. Puis pour chaque année qu'ils jouent dans le junior majeur, ils ont droit à une année de scolarité dans une université canadienne, une bourse d'études qui paie pour la scolarité et les livres. Mais la semaine passée, il y a un moment important dans ce dossier-là. Le gouvernement ontarien, le premier ministre Doug Ford, a tranché. Puis il a déclaré que par rapport au statut des 425 joueurs dans la OHL, il n'y aurait aucun changement. Que les athlètes sont exclus des lois sur les standards d'emploi en Ontario. Puis donc, qu'ils demeurent des athlètes amateurs. Il a mentionné qu'il souhaitait protéger l'intégralité des clubs, sachant très bien qu'il y a plusieurs clubs qui cesseraient probablement d'exister s'ils avaient à payer une partie de la somme, le 180 millions, et en plus, s'ils avaient à payer des joueurs de semaine en semaine. C'est vrai qu'il y a des équipes qui attirent 9-10 000 spectateurs par match. Je pense aux Knights de London, je pense aux Mooseheads d'Halifax, je pense aux équipes à Québec, à Moncton, qui ont des grands amphithéâtres. Ces équipes-là font de l'argent. Mais il y a des équipes qui attirent 2000 personnes. C'est très difficile pour eux financièrement de survivre. Alors la position, c'est quoi? Est-ce que ces jeunes joueurs-là sont effectivement des employés? Bien, il y a un côté qui dit absolument. Ils contribuent à livrer du divertissement pour des entreprises commerciales à but lucratif qui vendent des billets, de la commandite, de la nourriture, des produits dérivés, puis que les propriétaires, le groupe, parfois c'est une ville même qui est impliquée dans le groupe de propriétaires, bien, ils font de l'argent sur le dos de ces jeunes-là. Et est-ce que le 50 à 100 piastres par semaine, c'est autre chose que de l'argent de poche? Pas vraiment, parce que tu peux pas vraiment même remplir ta voiture de gaz ou manger 2 repas avec 100 $ par semaine. Puis ces jeunes-là sacrifient évidemment beaucoup. Oui, ils veulent atteindre la Ligue nationale puis le hockey professionnel, bien entendu. Mais ça demeure un fait que s'ils travaillaient ailleurs, ils seraient payés au minimum 11-12 $ par heure comme salaire minimum. D'un autre côté, il faut savoir aussi que ça vaut quelque chose ne pas payer pour jouer au hockey, être entraîné par des professionnels,
avoir l'occasion de te développer en espérant un jour atteindre la Ligue nationale ou le hockey professionnel dans le monde, ça aussi, il faut mettre une valeur à ça. Alors, qui dit vrai? Est-ce que c'est vrai qu'il y aurait des équipes qui souffriraient puis qui fermeraient boutique? Absolument. Est-ce que c'est vrai qu'il y a des équipes qui font des centaines de milliers, voire des millions de dollars en profit? Je suis obligé de dire que c'est vrai ça aussi. Fait qu'à la fin, il n'y a pas de décision facile parce que les deux côtés ont raison. Est-ce qu'on devrait simplement augmenter l'argent offert aux joueurs de semaine en semaine pour qu'il y en ait un peu plus dans leur poche à dépenser pour qu'ils aient une vie sociale puis qu'ils peuvent parfois peut-être emmener leur blonde au restaurant ou aller acheter un cadeau à leur mère? C'est difficile avec 50, 60, 75 $ par semaine. Puis la comparaison, il faut la faire avec la NCAA où tu as des bourses d'études qui peuvent durer jusqu'à 4 ans. Parfois, tu as des demi-bourses ou des quarts de bourse dépendant des disciplines sportives. On en reparlera dans une autre occasion. Mais une chose qui est claire, c'est qu'il y a énormément de règlements qui empêchent ces joueurs-là aussi de gagner des sous. Et ils remplissent des stades qui ont souvent 15 000, 20 000 et 100 000 personnes. Imaginez l'argent qui est fait par les départements des sports, des universités, sur le dos des athlètes. Et les athlètes n'obtiennent rien d'autre que la bourse. Est-ce que la bourse vaut cher? Oui, c'est parce que la scolarité aux États-Unis vaut cher. C'est un dossier à suivre. C'est très intéressant. Ça développe. Et la décision la semaine dernière en Ontario, tout à fait à l'avantage de la CHL, de la OHL pour la survie de la Ligue. Mais je ne pense pas que le combat soit terminé pour les joueurs. On en reparle bientôt. Merci d'avoir été à l'écoute de Focus. Suivez-moi sur Twitter @RealRayLalonde et partagez le podcast sur SoundCloud ou YouTube. Ici Ray Lalonde, à très bientôt.